Comme toutes les semaines, nous nous retrouvons pour parler des questions liées à la jeunesse. Aujourd'hui, nous allons échanger sur le tabagisme au niveau juvénile. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à cette émission Agoraji. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro. Aujourd'hui, pour en parler avec nous, certains acteurs qui se sont quand même intéressés à la lutte contre le tabagisme ici au Mali. Tout d'abord, nous recevons sur ce plateau de Agoraji Monsieur Abba Cissé. Je rappelle, Monsieur Abba Cissé est le président de l'association Jeunesse sans tabac. Bonjour Monsieur Cissé. Bonjour. Alors également sur ce plateau de Agoraji avec nous une maman. Ça n'a quand même pas été facile de la trouver vu son emploi du temps, mais elle a quand même tenu à être là aujourd'hui parmi nous pour nous édifier un peu sur la question et également pour nous donner quelques conseils. Il s'agit bien sûr de Madame Diallo, Adama Diakité. Bonjour Madame Diallo. Bonjour. Alors Madame Diallo, je rappelle que vous êtes la présidente du réseau de lutte contre le tabac et autres stupéfiants au Mali, autrement appelé Relutas Mali. Vous êtes également membre du comité national de contrôle de tabac ici au Mali. Alors pour finir sur ce plateau de Agoraji, nous sommes avec Monsieur Hassan Kanabay. Monsieur Hassan Kanabay est journaliste au niveau du journal La Nouvelle Génération. Bonjour Monsieur Kanabay. Bonjour. Merci d'être là sur ce plateau de Agoraji. Vous également, vous avez déjà publié beaucoup d'articles sur la question, la lutte contre le tabac. Alors nous allons rentrer dans le débat, mais comme toute émission, comme chaque numéro, Fatou Koulibaly nous a réalisé cette semaine un reportage bien sûr sur la consommation du tabac chez les jeunes Africains, les dégâts que ça cause et bien sûr si rien n'est fait dans quelques années, les dégâts que ça va engendrer. C'est dans notre enquête de la semaine. Suivons. Après une progression de 62% entre 1995 et 2000, la consommation de cigarettes continue de croître sur le continent africain. Si la tendance actuelle se poursuit, le nombre de paquets vendus devrait encore doubler dans les 12 années à venir, car les Africains fument de plus en plus tous sexes confondus et de plus en plus tôt. Dans certains pays, 10% des fumeurs commenceraient à crapoter dès l'âge de 13 ans. Les conséquences sanitaires ne se font pas prier. En 15 ans, le nombre de cancers du poumon pourrait tripler en Afrique. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, en 2030, le tabagisme devrait faire 7 millions de victimes dans les pays en voie de développement, soit 70% du nombre total des victimes à l'échelle mondiale. Vu la diminution des espaces communicationnels autorisés, les fabricants abordent des tranches d'âge de plus en plus jeunes, dans des lieux de plus en plus inattendus. Exemple, le coût des vendeuses informelles proposant de fausses cigarettes à base de chocolat aux enfants devant les écoles. En avant pour l'addiction au sucre et la prédisposition au tabac. Le cercle étant vicieux, le manque de moyens publics rend impossible une prévention du tabagisme, prévention qui, elle seule pourtant, pourrait pallier le manque d'infrastructures curatives. Et comme les 3 signes de la sagesse, chacun se couvre une partie du visage. Les non-fumeurs obstruent leur bouche pour ne pas développer un cancer passif. Les fabricants bouchent leurs oreilles pour ne pas entendre les cris d'orfraie des associations anti-tabac. Les autorités ferment leurs yeux pour ne pas voir les effets néfastes du tabagisme sur une jeunesse pourtant majoritaire. Hélas, fume et tais-toi. Alors, retour sur ce plateau de Agoraji. Malheureusement, Fatou n'est pas là aujourd'hui pour commenter, bien sûr, cet élément. Mais néanmoins, Monsieur Sissi, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui a amené aujourd'hui les jeunes à ce niveau-là, aujourd'hui, comme on l'a vu dans cet élément? Ok, merci d'abord pour l'invitation. Les raisons qui incitent les jeunes à fumer de la cigarette sont diverses. D'abord, il y a ce qu'on peut appeler le mirage de l'industrie du tabac, la firme du tabac, qui consiste à faire croire aux jeunes fumeurs que fumer est synonyme de snobisme. Voilà, être branché à la mode. Il y a également ce qu'on peut appeler l'ignorance des conséquences fâcheuses liées à la consommation du tabac. J'allais dire les dangers liés à la consommation du tabac.
Quand on sait qu'une seule mèche de cigarette contient plus de 4000 substances chimiques, dont 50 sont cancérogènes, il y a de quoi dissuader le jeune fumeur. Il y a aussi qu'on peut appeler la démission parentale dans l'éducation des enfants, avec son corollaire de mauvaise fréquentation. Nous allons beaucoup en parler. Voilà, il y a également un aspect non moins important de mon point de vue. Il s'agit en l'occurrence de l'accès facile à la cigarette. Vous avez pu constater avec l'élément. La cigarette aujourd'hui est vendue n'importe comment, par n'importe qui, n'importe où et n'importe quand. Bien sûr. Voilà, rentre à flot. Donc voici entre autres, mais je voudrais aussi ajouter le mimétisme. Ça concerne plutôt les ados, les adolescents. D'accord. Voilà, l'âge de la puberté, voilà aussi qui tombe dedans. Voilà. D'accord. Alors, Madame Diallo, quelle est la réalité chiffrée ici du tabagisme au Mali? Oui. Merci, Monsieur Diakité. La réalité est aussi importante que ce qui vient d'être dit au niveau de cette enquête. Au Mali, on a mené une enquête nationale au niveau des établissements scolaires en 2008 et le taux de tabagisme est actuellement de 18,40. Dans ces 18,40 élèves, parce que c'est une enquête nationale, ça peut être loin même de la réalité, parce qu'il y a des enfants qui peuvent ne pas quand même affirmer leur état de tabagisme. Cela signifie que c'est une recrudescence et c'est un taux, une prévalence plus importante que la prévalence du sida, qui est devenue une politique nationale. Donc cela veut dire que le tabagisme est en train de faire face partout en Afrique et notamment au Mali. Pourquoi en Afrique? Parce qu'avec les grandes politiques internationales des pays nantis, l'industrie du tabac s'est directement orientée sur l'Afrique et l'Asie, où nous sommes la mère porteuse de tous les fléaux sociaux et où aucun programme n'est identifié réellement viable pour éviter cette pandémie du tabagisme. Et on a vu aussi en 2010, il y a eu une enquête, la dernière qui est la plus récente, ça s'est fait à Bamako. On a trouvé le même taux. Et ce qui est plus alarmant, c'est qu'il y a 11%, plus de 11% de ces fumeurs qui sont des filles, les futures mères de la société. Donc cela veut dire que le tabagisme, c'est un fléau mondial qu'il faut combattre. D'accord. Monsieur Kanabay, que pensez-vous de tout ceci? Selon vous, est-ce que vous partagez le même avis que M. Cissé par rapport aux différentes causes de... Effectivement, je partage l'avis de M. Cissé. D'abord, avant de commencer, j'aimerais vous donner mes remerciements pour nous avoir acceptés sur votre antenne. Donc, comme vient de dire M. Cissé, le tabagisme vraiment a beaucoup de facteurs favorisants. Parmi ceux qu'il a cités, je n'aimerais pas tout citer, mais moi, en tant que communicateur, je vais m'apprésenter sur le manque de communication. Donc, par rapport au tabac, vraiment, je peux dire qu'il y a un manque de communication, même s'il y a une communication aussi, pas communication réelle. Donc, il y a trop de publicité autour du tabac. Et comme il vient de dire, les autorités font la sourde oreille. Donc, c'est ce qui fait que vraiment beaucoup viennent vers le produit. D'accord. J'aimerais dire que vraiment, le manque de communication a beaucoup agi et beaucoup de facteurs favorisant ce tabagisme. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qui pousse généralement les jeunes à fumer? Et bien sûr, nous pensons que aucune personne ne va pouvoir détailler cela, exprimer cela que les fumeurs eux-mêmes. C'est pourquoi nos correspondants au Niger et bien sûr en Côte d'Ivoire ont approché certains fumeurs qui ont quand même accepté de s'exprimer, de nous dire ici pourquoi eux ils fument. Nous les écoutons ici au micro de nos bureaux du Niger et bien sûr de la Côte d'Ivoire. J'ai fumé la cigarette plus probablement en 2001, j'ai commencé à fumer, mais je n'ai pas de raisons qui m'ont poussé à fumer. Mais à chaque fois, je me demande pourquoi fumer la cigarette. J'ai fini de manger, je me suis rassasié, je me sens bien dans mon corps. Là, vraiment, j'ai envie de fumer, quoi. Quand on va dans les shows comme ça, donc, quand il y a les shows, il y a l'ambiance, donc ça nous permet de fumer. Voilà, l'ambiance seulement, c'est tout. Ça nous permet de fumer, et puis après, il n'y a rien. Parce que l'ambiance, comme tu es quelque part avec tes amis, tu as le droit t'amuser un peu et puis de fumer. Moi, j'ai commencé à fumer depuis au Cameroun. J'étais habité à les Maliens.
il m'a envoyé des payer cigarettes. Bon, si fini de fumer, là, il me donne un peu, et puis je fume. Bon, jusqu'à j'ai commencé aussi à payer 1, j'ai commencé à fumer. Maintenant, ça fait 10 ans que j'ai fumé. Hein. J'ai laissé à fumer en 2011. Tu as vu, non? Avant, je n'étais pas comme ça. Hein. Comme j'ai laissé la cigarette, là, j'ai commencé à prendre le poids. Tu vois, non? La raison qui m'a poussé à prendre la cigarette, c'est parce que quand j'arrive, supposons, dans des coins en Afrique ou bien en Côte d'Ivoire, tu vois, les odeurs qui puent là, ça n'arrange pas l'atmosphère. Sinon, moi, en tant que Rasta, la cigarette. En toute chose, le fait d'avoir des camarades fumeurs, vous voyez, et puis en plus la curiosité vous pousse à fumer, quoi. C'est comme ça que ça se passe. En fait, bon, souvent il me sent stressé, le stress, il y a un peu des pensées un peu bizarres là. Bon, je préfère mieux me retrouver ma cigarette, fumer tranquillement, pour ne pas écouter les mauvais consignes des autres, c'est comme ça. Voilà, comme il n'y a pas assez de camarades, mes amis, c'est comme ça. Bon, mon loisir, c'est ça quoi, un peu, j'enlève le stress, m'épanouis un peu, réfléchir, c'est comme ça. C'était au cours d'une soirée avec mes amis. Elles étaient en train de fumer, donc j'étais là seule. Elles m'ont dit comme ça, bon, prends, faut essayer, comme on est au cours d'une fête, c'est l'ambiance, tout le monde est en train de fumer. Puis j'ai pris, puis j'ai commencé à fumer. Donc depuis cela, je n'ai plus jamais touché. Parce que ça m'a donné là tout ça là-dedans. J'ai vu le côté néfaste immédiatement. Donc je n'ai plus jamais voulu toucher. Voilà, retour sur ce plateau, c'est notre micro-trottoir de la semaine. C'est un reportage réalisé par Aboubakar Serki depuis le Niger et bien sûr Christophe Koufi depuis la Côte d'Ivoire. On revient sur ce plateau. Monsieur Cissé, vous voyez dans cet élément que les jeunes ont vraiment une certaine envie de fumer. Qu'est-ce qui leur donne cette envie-là, cette folle envie de réellement fumer? Comme je le disais tantôt, il y a la publicité déguisée. Mais est-ce qu'il n'y a pas de choses? Qu'est-ce qui peut se trouver dans la cigarette qui fait qu'ils sont vraiment attirés? Oui, comme je le disais tantôt, une seule mèche de cigarette contient plus de 4000 substances chimiques, dont 50 sont cancérogènes. Parmi ces 50, il y a ce qu'on appelle la substance chimique, la nicotine. Voilà, la nicotine aussi rend dépendant le fumeur. À chaque fois qu'il fume, il a envie de fumer. Ce qui est aussi, qui incite beaucoup aussi à fumer, c'est aussi, ils pensent que la cigarette peut être aussi une solution à leurs problèmes. Et toute chose qui est complètement fausse. Voilà, il y a tous ces aspects. Il a dit qu'il a des amis qui l'ont incité, qui l'incitent aussi à fumer. L'entourage, la fréquentation, il y a tout ça, quoi. L'environnement justement, voilà, dans lequel ils sont, vraiment, ça peut avoir une influence sur eux. Voilà, il y a tous ces aspects. D'accord. Alors, nous avons vu dans le premier élément que ce n'est pas seulement les jeunes qui fument, mais nous rencontrons généralement les moins jeunes qui fument. Madame Diallo, est-ce qu'il n'y a pas de lois qui peuvent interdire la vente de la cigarette, par exemple, aux moins jeunes? Oui. Les personnes âgées qui sont des fumeurs, en général, ce sont des gens qui ont commencé à fumer très tôt. Parce que comme il a parlé de l'adolescence, c'est la période d'imitation qui est là. Donc l'enfant se trouve dans une situation d'imitation, de faire comme les plus âgés, de rentrer dans la classe des plus âgés. Donc s'il voit que les plus âgés fument, il faut s'affirmer dans la fumée. Donc il fume. Donc le Mali, au niveau du Mali, je pourrais parler du niveau du Mali, sinon il y a tous les États qui prêtent signataires de la Convention cadre de l'OMS. Oui, tout à l'heure, on va en parler ont aussi. une loi. D'accord. Donc il y a une loi maintenant, une nouvelle loi qui a été votée en 2010, juillet 2010, qui a remplacé l'ancienne loi de 1996. Qui donne quand même des positions par rapport à la protection des jeunes contre le tabac, qui est là. Mais elle est appliquée aujourd'hui, cette loi? Cette loi qui vient de naître n'est pas appliquée suffisamment parce que, comme il l'a dit, on a vu tout de suite là qu'on disait que les fumeurs font la sourde oreille et puis les autorités le font. Parce que une loi, elle est bien.
mais il faut qu'elle soit appliquée. Bien sûr. Donc, raison pour laquelle on a maintenant le décret d'application aussi de cette loi qui vient d'être voté, d'être signé. Il y a aussi le comité national de contrôle du tabac qui est là. Donc, ce sont ces éléments qui vont être mis en commun pour essayer d'appliquer cette loi afin de protéger la jeunesse contre le tabagisme. D'accord. Monsieur Kanaway, est-ce qu'on peut protéger la jeunesse contre le tabagisme aujourd'hui? Oui, on peut protéger, on peut ne pas les protéger. On peut protéger dans la mesure où les jeunes ont pris conscience de leur existence. Ils savent que la société les attend. S'ils savent l'attente de la société, ils peuvent ne pas fumer. Mais ils peuvent fumer dans la mesure où ils prennent modèle un fumeur, que ce soit un grand frère, un père ou un maître d'école ou quelqu'un comme ça. Donc c'est pour ça, dans la vie, pour moi, il faut aller sur le modèle. Le modèle, c'est quoi? Celui-là est journaliste, je vais être comme lui. Celui-là est médecin, je vais être comme lui. Ce fumeur aussi, c'est un modèle pour quelqu'un. Donc vraiment, si on part sur cette base, il a le oui et le non. D'accord. Madame Diallo, pouvez-vous nous parler un peu de cette convention cadre pour la lutte anti-tabac de l'OMS? Voilà. Donc, la convention cadre anti-tabac de l'OMS a pris en compte tous les domaines d'action par rapport à la lutte contre le tabac, notamment l'exposition à la fumée du voisin, par exemple le tabagisme passif. Ouais, on va en parler. La convention cadre a parlé des taxes qu'il faut mettre sur le tabac pour dissuader les acheteurs. La convention cadre a parlé de la publicité sur le tabac. Et beaucoup d'autres aspects sont dans la convention et les lois nationales sont calquées pratiquement sur la convention cadre. Par exemple, au Mali, ici, le chapitre 2 de notre loi de juillet 2010 là, protège les enfants. Parce que maintenant, avec la loi, il est interdit de vendre le tabac aux moins de 18 ans. Il est interdit aussi de vendre le tabac sans que le tabac ne soit dans un paquet. Ça veut dire qu'il faut que les cigarettes soient dans un paquet pour être vendues. Mais ce n'est que ça qui s'est fait, justement, M. Cissé. Est-ce que ça ne continue pas? Toujours, on vend de la cigarette à 100 francs dans la main. Et les enfants, même les 13 ans, achètent de la cigarette, on leur vend. Qu'est-ce qu'on peut penser de cette loi en ce moment? Justement, au fait, effectivement, comme l'a dit Madame la Présidente du réseau des associations et ONG de lutte contre le tabac et autres stupéfiants et le LUTAS Mali, effectivement, la convention cadre anti-tabac de l'OMS a été ratifiée par notre pays en 2005. C'est un instrument juridique destiné à aider les États membres de l'OMS à lutter efficacement contre le phénomène du tabagisme. Mais force est de reconnaître que l'application pose toujours problème. On le dit, notre pays est malheureusement champion en ratification de loi, mais l'application pose problème. D'accord. Voilà. Sinon, effectivement, pour moi, la convention cadre en elle seule peut servir une panacée, une solution au problème du tabagisme en elle seule, parce qu'elle prend en compte tous les contours, tous les aspects incitatifs. Par exemple, la publicité déguisée, faire la chose de l'industrie du tabac, et ce qui est extrêmement important, le parrainage des activités, elle interdit tout ça, la vente de la cigarette aux mineurs, voilà, le tabagisme passif. Moi, je pense qu'il faille vraiment qu'on prenne des dispositions idoines. C'est vrai, il y a une volonté politique de l'État qui est là, mais vraiment, il faut que ça soit affirmé, que ça ne soit pas la politique de l'Autriche. Il faut aider les associations antitabagistes et que d'autres couches aussi. C'est ce que je disais l'autre jour sur un autre plateau, que le tabagisme, la lutte contre le tabac ne saurait être le seul apanage des associations et ONG de lutte contre le tabac. Il faut que tout le monde s'implique de l'un ou de près. Voilà, qu'il y ait des comités intersectoriels de lutte contre le tabac dans les ministères. On l'avait proposé en son temps au niveau du réseau. Qu'il y ait d'autres initiatives en ce sens. Quand même, il faut promouvoir la convention cadre de lutte contre le tabac. C'est extrêmement important. D'accord. D'accord. Donc, on le dit généralement qu'il y a deux modèles de fumeurs. Il s'agit bien sûr des fumeurs actifs et bien sûr des fumeurs passifs. Fumeurs passifs avec l'expression qui dit la fumée des autres tue. C'est-à-dire même quand on ne fume pas, on peut développer un cancer tout simplement restant aux côtés des fumeurs. Et bien sûr, pour nous en dire plus sur cette question, notre bureau, nos correspondants au Sénégal ont rencontré bien évidemment un spécialiste du domaine qui nous donne là son point de vue. Il est au micro de Mamadou Djeye.
Le fait de consommer du tabac est plus qu'un simple geste d'entrée et de sortie de fumée. Cela pose un véritable problème de santé publique. Sur ce, nous devons distinguer deux catégories de consommateurs du tabac, à savoir le fumeur actif et le fumeur passif. Comme son nom l'indique, il aspire la fumée qui vient de la cigarette portée par un voisin. Ce voisin peut être dans la même place, une place publique, dans le même bureau, il peut être même dans la même chambre. Alors c'est dire que le fumeur passif peut être un accompagnant, peut-être quelqu'un rencontré dans un lieu public, peut être le conjoint, que ce soit la femme ou le mari, et encore, surtout, ça peut être un enfant. Les conséquences du tabac chez le fumeur passif sont pareilles que chez le fumeur actif, sinon plus. Le tabac est ainsi source de calamités. La cigarette, non seulement s'attaque aux poumons, mais également aux artères, principalement aux grosses artères, c'est-à-dire l'aorte, les artères des membres inférieurs principalement. Et justement, son siège de prédilection, c'est au niveau des artères fémorales, des artères iliaques et des artères qui vont vers les organes génitaux. C'est dire quoi? C'est dire que la cigarette est non seulement capable de s'attaquer aux artères qui nourrissent les membres inférieurs, finalement d'aboutir à quoi? À une paralysie des membres inférieurs. Si on ne fait pas un pontage, or vous savez, un pontage, ça coûte des millions, ça coûte de la fortune. Et nous n'avons pas les moyens. Ce qui fait que la cigarette génère une maladie chronique qui ruine aujourd'hui l'individu, sa famille et s'attaque à l'environnement. Le droit de fumer ne donne pas le droit d'enfumer les autres, une vérité que bon nombre de personnes semblent ignorer, au premier rang desquelles figure le non-fumeur. Madame Diallo, on voit à travers cet élément qu'on peut avoir attrapé un cancer sans pour autant fumer. Cela est d'autant plus vrai que nous avons eu des expériences concrètes au Mali même, des femmes qui se sont vues amputer des deux seins parce que simplement l'époux fume dans la chambre. Donc ça c'est des phénomènes qu'il faut vraiment arrêter au Mali ici. Il a parlé de tabagisme passif. Ce tabagisme passif aussi a deux volets. Il y a la fumée directe que l'individu reçoit dans le nez. Il y a aussi le tabagisme résiduel. Et résiduel, ça veut dire que le tabac, comme il l'a dit, il a plus de 4000 substances dans le tabac. Et dans ce tabac, dans ces 4000 substances, il y a des métaux lourds, tels que le plomb, le nickel, qui sont dans la cigarette. Donc, le goudron qui sont dans la cigarette. Donc, un individu en fumant, ces morceaux, ces déchets de goudron se collent à des endroits inattendus, les dos de fauteuil, les rideaux et consorts. Donc, il suffit de ventiler la chambre, ces métaux lourds, ils se dégagent et naturellement, on les respire et on a facilement un cancer sans le savoir. Ça, c'est après que la fumée soit partie. Donc, le tabac, c'est vraiment un mal dangereux qu'on peut même éviter. Et aussi, maintenant, au Mali, on a vu qu'il y a la recrudescence de la tuberculose qui avait disparu. Vous voyez que le DAT, le dispensaire anti-tuberculose, on l'a remplacé par la Direction nationale de la santé parce que la tuberculose était partie. Elle vient de refaire face. Pourquoi? Parce que les gens fument n'importe où et n'importe comment. Quand je vois les conséquences, une de ces conséquences, les accidents de la route, personne n'a vu que la cigarette peut engendrer des accidents de la route. Quelqu'un qui fume sur une mobilette, il y a le cendre qui peut s'évacuer. Quelqu'un peut attraper les morceaux de cendre dans ses yeux. Il va tomber automatiquement. Ou le fumeur aussi. Donc ça, c'est déjà des aspects qu'on n'est pas arrivé à maîtriser et qu'il faut trouver la solution pour maîtriser ça. Bon, donc dans la loi, il y a des lieux non fumeurs qu'on a cités, les lieux publics et tout là. Donc maintenant, comme il l'a dit tantôt, c'est une loi est l'application est autre. Cette application, ça peut rentrer dans ce que vous êtes en train de nous faire ici, parce que c'est des occasions que nous voulons pour essayer de dialoguer avec la communauté, pour que les gens voient ce qui se passe.
parce que c'est un mal dangereux qui somnole. D'accord. M. Kanama, justement, est-ce que les jeunes se rendent compte du danger du tabagisme? Je peux dire que les jeunes ne se rendent pas compte, même s'ils se rendent compte aussi, ils n'ont pas pris au sérieux les conséquences liées au tabac. Par exemple, avec ce que nous venons de voir dans le cadre du fumeur passif, si les gens savaient réellement que ces fumeurs passifs étaient dangereux, ils allaient écarter les fumeurs de leur côté, ou bien ils allaient choisir d'autres amis. Donc, cela me donne l'occasion de dire que vraiment jusque-là, la sensibilisation est de mise. Pourquoi? À travers les journaux, la télé, les radios, vraiment il faut que les gens réservent des espaces liés à la lutte contre le tabac, qui est devenu un problème de santé publique au Mali et partout ailleurs. Donc vraiment, j'aimerais qu'on mette l'accent sur la sensibilisation à travers ces médias, ces organes de médias. D'accord. Monsieur Cissé, quelles sont les conséquences du tabac pour les jeunes? Les conséquences liées à les conséquences de la consommation du tabac, pour moi, c'est à deux niveaux, principalement, un niveau social et un niveau sanitaire. D'abord, niveau social, un jeune, par exemple un ado qui commence à fumer à l'âge de 13-14 ans, sans aucune source de revenus, peut-être est tenté, parce qu'il y a ce qu'on appelle, on a dit, nicotine qui rend le fumeur accro. Donc, il va essayer, bon an, mal an, quand même, de se faire de l'argent pour acheter de la cigarette. Il n'a pas de peut-être il est tenté à d'autres moyens, de voir d'autres moyens pour se procurer de l'argent pour acheter. Ça peut être de voler les petits jetons ou autre. Et ça peut amener aussi à la délinquance juvénile. Il y a ça également. Et puis, quand tu fumes tôt, tu as 10 000 fois de chances quand même de goûter à d'autres excitants, entre guillemets. Peut-être ça peut être l'alcoolisme, la drogue ou autre. Parce que c'est comme un mythe que tu briseras. La cigarette, donc, c'est un facteur de délinquance juvénile. Bon, sur le plan, ça c'est la santé. On ne cessera jamais de le dire, le tabac est extrêmement nocif pour la santé. C'est extrêmement nocif. Par exemple, quand on regarde sur les jeunes, les ados, qui commencent à fumer, et pendant 20 ans, auront une espérance de vie réduite de 20 à 25 ans par rapport à celui qui n'a jamais touché à une mèche de cigarette. Voilà. Donc, en plus de cela... Je voudrais dire que le manque d'information est très important parce que toujours les enquêtes là ont montré que 75% des enfants qui ont été interrogés ne connaissent aucun méfait du tabac. Sauf des méfaits positifs. Ça peut me permettre de bien étudier, ça peut me permettre de mieux me concentrer, ça peut me permettre de vaincre ma timidité. Ça c'est des aspects qui sont engendrés par l'accoutumance, la dépendance de la nicotine qui met l'enfant fumeur dans un autre état, dans un autre domaine qui fait qu'il se voit supérieur. Donc ça, c'est la nicotine qui amène à l'enfant. Donc il se voit vraiment obligé de fumer pour s'épanouir. Donc il faudrait quand même une forte sensibilisation à ce niveau. Mais le mot est très lourd, mais il faudrait quand même qu'on le tente, qu'on en parle. Est-ce qu'il n'y a pas une démission parentale face à cette situation? Le fait que les jeunes fument comme ça, les parents sont là, ne disent rien. Quand on a commencé, par exemple, à préparer cette émission, on a rencontré certains jeunes qui nous disaient que leurs parents eux-mêmes fument, donc le parent ne dit rien. Est-ce qu'il n'y a pas une démission parentale à ce niveau-là? Bon, démission, c'est parce que le tabagisme, c'est un problème comportemental. Tout problème comportemental a un phénomène qu'il faut analyser plus profondément. On peut parler de démission parentale parce que quand on voit des parents même qui envoient des enfants de 6 ans aller acheter une cigarette et demander à l'enfant de l'allumer pour lui, en allumant une cigarette pour le maintenir allumé, il faut prendre une bouchée. Le temps d'arriver chez le père, on a déjà fumé 1 ou 2 fois. Et les mégots de cigarettes qui traînent, c'est comme ça qu'on apprend à fumer. Donc, il y a une conscientisation. Voilà. Peut-être je peux parler d'une anecdote. Un jour, j'ai vu un parent dans une voiture climatisée avec ses 5 enfants. Vitre fermée, il était en train de fumer devant ses élèves, devant ses enfants qu'il voulait ramener à la maison,
en tant que mère de famille soucieuse, je me suis arrêtée, je l'ai bien salué, je lui ai dit, monsieur, est-ce que vous pensez qu'il est bon de... Mais il n'a pas trouvé que ce n'était pas bon. Donc, il y a peut-être eu un manque d'information par rapport au tabagisme passif aussi. Bien sûr, tout à fait. Et donc, il faut amener la sensibilisation et au niveau du tabagisme passif et au niveau du tabagisme passif actif. Les deux vont ensemble. D'accord. Ok. Monsieur Kanama, vous voulez intervenir? Je voulais répondre par rapport à ce que vous dites d'émission. Moi, je n'aimerais pas parler de démission, mais je peux parler d'ignorance. D'accord. Au Mali, quand on voit le monde intellectuel est assez minime par rapport à l'ensemble de la population. Donc, la plupart des parents de l'élève ne savent même pas les conditions liées au tabac. Et comme Tanti vient de le dire, le fait d'envoyer les enfants aller payer de la cigarette, ou le fait de leur demander d'allumer la cigarette. Donc il y a beaucoup de parents qui refusent. Mais la plupart des ignorants disent que ce n'est rien. Le grand-père peut envoyer, un autre peut envoyer, mais d'autres disent catégoriquement non. Donc pour moi, vraiment, il a un peu la part de l'ignorant dans ça. Donc c'est pour ça, dans la sensibilisation, j'aimerais qu'il y ait vraiment des variétés dialectales. On peut mener surtout avec avec les radios de proximité, des émissions axées sur les langues du terroir qui peuvent vraiment attirer l'attention de beaucoup de parents. Tout à fait. Monsieur Cissé. Je voudrais intervenir par rapport à la stratégie d'intervention quant à la sensibilisation, la communication autour du tabagisme. Mais je voudrais aussi m'insister sur la démission parentale, contrairement à mon confrère et camarade de réseau. Parce qu'il y a démission parentale. Pourquoi on dit démission parentale? Je pense que le mot n'est pas trop lourd, trop fort, parce que il faut reconnaître que l'éducation des enfants est extrêmement importante. Un enfant qui fréquente un milieu où il y a des fumeurs ou des enfants vraiment qui sont entre guillemets un peu mal élevés, donc il est tenté de les imiter, c'est clair. Comme on le dit, dis-moi qui est ton ami, je te dirai qui tu es. Donc, et puis l'enfant est très facile, comme on le dit, l'homme est le reflet de son milieu. L'enfant est très, très vulnérable par rapport à ça. Donc, quant à la stratégie d'intervention, effectivement il faut une communication, mais pas n'importe laquelle. Bon, jusque là il a dit on utilise les canaux comme nous savons tous, les journaux, les radios, mais pour moi, il faut une stratégie de communication plus rapprochée, telle que la CPI, la communication interpersonnelle. À notre niveau, à l'association Jeunesse sans tabac, c'est ce qu'on fait, des causeries, débats. Voilà, il y a une initiative qui a été développée par Tanti Tabagisme. C'est-à-dire, c'est éduquer, divertir pour éduquer. Donc, parce que les jeunes, il faut faire la différence, il faut scinder. Ce qu'on appelle en marketing la segmentation du cible. C'est-à-dire, il y a des jeunes qui sont à l'école. Il y a des jeunes qui n'ont pas été à l'école, qui sont dans la rue. Voilà, c'est ce qui est extrêmement important. Mais jusque-là, les enquêtes, tout est orienté vers les jeunes scolaires. Alors que ceux qui ne sont pas à l'école, qui ne sont pas alphabétisés, sont plus nombreux que ceux qui sont scolaires. Voilà, donc c'est pourquoi nous tentons quand même d'organiser des activités en ce sens-là. Est-ce que l'État également n'a pas un rôle vraiment à jouer dans ce sens-là, du moment où, comme vous l'avez dit, il y a eu plusieurs applications qui ont été ratifiées par nos États africains, mais l'application aujourd'hui n'est pas du tout... parce que nous voyons la contrebande de la manière dont la cigarette rentre dans nos pays sans loi ni rien du tout. Nous voyons également que les mineurs vendent de la cigarette dans la rue. Nous voyons que la cigarette, on la vend un peu partout dans la rue. Or, il y a des lois qui interdisent tout ceci. Est-ce que l'État n'a pas un rôle prépondérant à jouer face à cette situation? Tout à fait. Ce que nous, en tant que société civile, nous faisons, c'est pour appuyer ce que l'État fait. D'accord. Et nous sommes en train de nous battre maintenant en tant que société civile pour qu'il y ait une politique nationale de lutte contre le tabac, en plus du comité national. Parce qu'avec une politique nationale, c'est sûr qu'il y aura une stratégie nationale, un programme national. Là, les lois, pour que les lois s'appliquent, nous avons vu qu'il y a une politique nationale de lutte contre le paludisme qui marche très bien. Il y a une politique nationale de lutte contre... Il faudrait la même chose pour la lutte contre le tabac. Il faut que ce soit la même chose pour le tabac. Il y a une politique nationale de lutte contre la tuberculose. Donc, alors que ce sont des maladies dont le facteur de risque principal, c'est le tabagisme. Un diabétique qui fume, il aura tôt ou tard un membre amputé. Ça, c'est sûr.
Et c'est réel. Donc voilà, nous sommes en train de tendre vers une politique nationale, et ça c'est la part de l'État. Et nous, avec le Comité national de contrôle du tabac, c'est un comité multisectoriel dans lequel il y a les services de sécurité par rapport qui réunit tout le monde et que tout le monde doit prendre une partie. Et aussi il faut des comités sectoriels de lutte contre le tabac dans les services. D'accord. La même chose chez vous également par rapport au rôle de l'État. Oui, bon, en fait, comme je le disais tantôt, le Mali, la volonté politique de nos plus hautes autorités. Que ce soit au Mali ou dans d'autres pays africains. Donc, voilà, mais il faut, comme elle l'a dit, il faut l'application, veiller à l'application des lois. Une chose est d'adopter les lois, une autre chose est de veiller à leur application. Et puis, il faut également soutenir nos activités. Ça, c'est extrêmement important. Il faut soutenir nos activités financièrement, techniquement, c'est extrêmement important. D'accord. Alors aujourd'hui, nous savons très bien l'épidémie du tabac est présente en Afrique et on a le devoir de l'arrêter. Mais est-ce que nous avons la capacité aujourd'hui d'y arriver? Monsieur Kanabaye, est-ce que nous avons la capacité d'arriver à lutter convenablement contre le tabac? Je peux dire on a la capacité si chacun de nous mettait les siens dans la lutte contre le tabac. D'accord. Comme Tandy vient de le dire, la lutte contre le tabac, c'est une lutte de longue haleine et c'est une lutte collégiale. État, société civile et tout le monde apporte sa part. L'État, en tant que gendarme, doit seulement jouer le rôle de gendarme et appuyer les structures partenaires qui sont là dans la lutte contre les fléaux en mettant à leur disposition des moyens adéquats pour y parvenir. D'accord. Voilà. Monsieur Sissi, est-ce qu'on peut arriver aujourd'hui à lutter convenablement contre le tabac en Afrique? Oui, j'avoue que ça sera un combat titanesque, mais quand même, moi je pense que l'espoir est permis. Si on parvient à appliquer les dispositions législatives, voilà justement, tendant à dissuader les fumeurs, et puis de veiller également à la majoration des taxes des firmes de tabac, la majoration des prix de la cigarette, l'interdiction de la vente en détail de la cigarette. La contrebande. Et puis surtout contrôler la contrebande. Moi je pense que vraiment il y a de quoi espérer et c'est possible. D'accord. Ok, on est déjà à la fin de cette émission. Peut-être dernière question pour vous tous. Et si vous avez un conseil aujourd'hui, Madame Diallo, en tant que parent, à donner à tous les jeunes, à tous ces enfants qui fument. J'ai un premier conseil à donner à nos gouvernements. D'accord. D'abord, parce que je ne cesse de dire que il faut que les gouvernements sachent que en luttant contre le tabac, on lutte pour avoir beaucoup de choses. D'abord, du point de vue économique. Un malade du tabac, il faut à peu près 10 millions pour guérir ce maladie. Et si nous comparons ces 10 millions à ce que l'industrie du tabac apporte comme taxe à l'État, ça ne peut pas traiter plus de 20 personnes qui vont finir par mourir. Et aussi, chaque tonne de tabac constitue une désertification très énorme de la forêt. Bien sûr. La culture du tabac, c'est 18 mois pour avoir un bon tabac. Pour sécher ce tabac, il faut plusieurs hectares qu'il faut déforestiser pour avoir des espaces pour les faire sécher. Et au fin de rouleau, c'est pour rendre des millions de personnes malades. Donc il faut que, quand on pensait que le tabac était une culture de rente en 1960, pendant nos indépendances, maintenant, ce n'est pas une culture de rente, c'est un produit dangereux pour la santé et le développement du pays. Et en direction aux parents aussi, si vous avez un appel, je voudrais que les parents remettent le blason de conseillers et d'éducateurs. D'éducateurs par rapport à la société. Je vois des mères de famille qui donnent le matin 100 francs. Ça, c'est un prix de tabac, de cigarette. Que les parents sachent que chaque franc qu'on donne à l'enfant comme prix de cigarette, c'est ce franc-là qui va diminuer la vie de l'enfant de moins 6 secondes chaque jour. Donc, que les enfants aussi sachent que dans une situation de précarité, la maladie n'est pas la solution. Donc, c'est le tabac qui va engendrer la maladie. Donc, sachant que le tabac n'a aucun avantage sur la vie et sur la société. D'accord, M. Kanabaye, dernier mot pour finir.
Donc le dernier mot revient à l'État de vraiment s'assumer par rapport à la question du tabac, qui est devenu un problème de santé publique, comme je l'ai eu à le dire. Et à nous, communicateurs, j'aimerais qu'on mette un peu du sien dans la lutte, en ouvrant des pages ou bien des rubriques consacrées à la tabac, que ce soit à la radio, à la télé ou dans les journaux. Et aux parents d'élèves, je peux dire il y a une attitude qu'il faut combattre chez les enfants qui disent qu'il faut mourir de quelque chose. Fumer n'est rien, ou bien même si je ne fume pas, il faut que je fasse quelque chose. Donc vraiment c'est une attitude déplorable qui peut encourager les non-fumeurs à venir vers le tabac. Donc vraiment que chacun s'assume à son niveau pour lutter contre les fléaux. Monsieur, si c'est le dernier mot, un appel à lancer à tous les jeunes qui nous suivent. Ouais, moi je leur dirais tout simplement que l'adage, le vieux adage qui dit que dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quelle nation tu bâtiras. Je pense que les jeunes, les camarades jeunes, c'est un cri de cœur que je les lance. C'est-à-dire l'Afrique, il constitue l'élite de demain. Si l'Afrique doit se développer, c'est à travers sa jeunesse. Donc cette jeunesse, on a besoin vraiment d'elle, une jeunesse prête. C'est-à-dire prête psychologiquement, mais aussi au plan de la santé, sanitairement, à relever les défis. Il y a plusieurs défis qui les attendent. Et ce n'est pas une jeunesse engouffrée malheureusement dans la toxicomanie, dans l'alcoolisme, qui pourrait faire sortir l'Afrique de l'ornière. Donc vraiment, voilà, d'arrêter de fumer, c'est pas beau, il n'y a aucun avantage, comme l'a dit la présidente. D'accord. Et cette émission s'arrête là. Merci à vous quand même de nous avoir suivis. J'espère que le message est très bien passé. Merci de nous avoir suivis depuis ces différents pays et surtout faites attention, ne fumez pas la cigarette, ça tue. La fumée des autres également tue. Vous pouvez dès à présent retrouver cette émission sur notre site internet www.africabletelevision.com ou bien sûr nous écrire à l'adresse agoraji@africabletelevision.com. Merci de rester câblé sur Africable Télévision. On se retrouve Inch'Allah dans 2 semaines pour un autre numéro d'Agoraji.